Bonjour, je réponds avec plaisir à l'invitation de Christine Ascoli-Boin, directrice du COPES, à partager mon expérience sur la psychanalyse en ligne. Mon nom est Yann Leroux, je suis psychanalyste et je mélange depuis maintenant plus d'une décennie ma pratique clinique avec les objets et les applications numériques. La situation de pandémie Covid-19 a amené les autorités sanitaires à instaurer des mesures de distanciation sociale et il a été recommandé aux psychanalystes et aux psychothérapeutes d'utiliser des outils de communication distante pour euh, maintenir la continuité des soins. Mais concrètement, comment faire? Eh bien, au cours de cette courte vidéo, nous allons voir ensemble comment des psychanalystes peuvent utiliser des outils de communication distante pour continuer à travailler. Tout d'abord, il faut partir de l'idée que les pratiques distantes sont méconnues, mais ne sont pas inconnues des psychanalystes. En effet, la psychanalyse est née dans un échange épistolaire, dans une auto-analyse épistolaire plus exactement, entre Freud et William Fliess, au cours de laquelle Freud confia à son ami ses doutes et puis ses espoirs. À la suite, Freud a continué à écrire beaucoup. Il a été décrit comme un graphomane. Il passait toutes ses soirées à correspondre avec des personnes dans le monde entier. Et j'aime à penser que si les années 2000 étaient les années au cours desquelles Freud avait inventé la psychanalyse, il aurait été blogueur. Que faisait-il pendant cette correspondance? Eh bien, pour la plupart du temps, elle était amicale, littéraire ou scientifique, mais il arrivait aussi parfois que la correspondance de Freud soit une correspondance à proprement parler psychanalytique. Après Freud, les psychanalystes ont continué à utiliser des outils de communication distante. Ils ont utilisé le magnétophone, ils ont utilisé le téléphone à partir des années 1950, mais il faut attendre les années 2000 pour que l'utilisation des pratiques distantes se généralise. La BPS a utilisé le mail dans le cadre de la formation de psychanalystes de groupe de pays venant de l'ex-Europe de l'Est. Et on a eu beaucoup de psychanalystes d'enfants et psychanalystes adultes chinois qui ont été formés à la fois par des analystes lacaniens, mais aussi par des analystes qui appartiennent à des associations membres de l'IPA. Donc l'utilisation de pratiques distantes est, encore une fois, je me répète, méconnue, mais pas totalement inconnue de la communauté des psychanalystes. Comment définir la psychanalyse en ligne? Eh bien, je dirais que c'est l'utilisation de la psychanalyse pour traiter une difficulté chez une personne par un moyen de communication distante. Le psychanalyste et le patient utilisent l'email, la vidéo ou un système de réalité virtuelle pour créer un espace commun et partagé dans lequel ils vont pouvoir travailler. Quel outil utiliser? C'est très simple, un ordinateur ou un smartphone récent, c'est-à-dire de moins de 5 ans, sont amplement suffisants, de même qu'une connexion Internet 4G, la 5G arrive bientôt et ce sera sans doute un bonheur de l'utiliser dans ce type de dispositif ou en passant tout simplement par le Wi-Fi produit par une box Internet. Il peut être utile d'avoir un casque audio pour éviter les effets d'écho que l'on a parfois quand on utilise un système de visioconférence. Pour ce qui concerne les applications, eh bien, FaceTime, WhatsApp sont des applications qui sont très très connues. Malheureusement, elles n'offrent pas un niveau de sécurité suffisant et il peut être utile de se tourner vers des applications qui utilisent un système de cryptage comme Signal. Euh, le cryptage est important parce qu'il garantit un certain niveau de confidentialité, mais ce n'est pas le seul critère sur lequel vous devez vous appuyer. Il est important de ne pas modifier les habitudes numériques du patient. Concrètement, ça veut dire que si le patient souhaite utiliser Skype ou WhatsApp parce qu'il est à l'aise dans cet environnement, eh bien, vous le suivrez et vous utiliserez Skype ou WhatsApp. Il faut prendre en compte le fait que le cadre numérique modifie des choses.
modifie par exemple la question de la confidentialité, puisque l'analyste et le patient deviennent co-responsables de la confidentialité, alors que dans la situation en cabinet, en face à face, eh bien, c'est à l'analyste d'aménager son environnement pour que la confidentialité soit garantie. Comment le patient peut garantir de son côté la confidentialité? Eh bien, il doit prendre soin de se placer dans un endroit où il ne sera pas entendu. Ça peut poser des problèmes, surtout dans la situation de confinement dans laquelle nous sommes. Il doit aussi prendre soin au fait que personne d'autre que lui n'accède aux appareils qu'il utilise pour communiquer avec son psychanalyste. Certains psychanalystes ont proposé que le patient s'isole dans une pièce, s'allonge sur un divan et place le smartphone ou l'ordinateur un peu en retrait derrière lui. L'idée est de retrouver la situation analytique habituelle. Ça peut être utile, mais il y a au moins deux grands inconvénients. Le premier, c'est que en mettant le smartphone ou le smartphone ou l'ordinateur derrière lui, le patient ne peut plus percevoir les problèmes techniques lorsqu'ils arriveront, et ils arriveront. Et le second problème, c'est que en procédant ainsi, eh bien, on se prive de comprendre ce qui est perdu lorsque l'on passe de la situation en présence à la situation distante. Parce que des choses sont perdues. Il est important que l'analyste prenne conscience qu'il a perdu son environnement de travail habituel. Le cabinet qu'il a construit séance après séance pour contenir et transformer les expériences émotionnelles de son patient n'est plus là. Il est remplacé par une application qui peut lui être totalement inconnue. Et donc il a un travail à faire et c'est un travail de domestication. Il doit domestiquer ce cadre numérique pour pouvoir travailler avec ses patients. Il doit faire de ce cadre numérique un nouveau chez soi, une nouvelle maison dans laquelle il va dans laquelle il va habiter et il va pouvoir accueillir ses patients. Eh bien, comment faire ça? Je crois qu'il faut aimer suffisamment le média. Il faut aimer suffisamment le média pour pouvoir travailler avec lui, parce que tôt ou tard, le média numérique va se montrer malicieux. Il n'y a qu'une seule certitude avec les applications numériques, c'est que à un moment ou à un autre, les choses ne se passent pas comme prévu. Concrètement, ça veut dire que l'application qui est utilisée ne sera plus disponible ou que l'image va être de mauvaise qualité ou que le son va disparaître, etc. etc. Ce qui, lorsque le média se montre ainsi malicieux, eh bien, il est vécu par l'analyste et puis aussi par le patient de façon très différente en fonction de sa personnalité et puis de ses mécanismes de défense. Certains vont le vivre de façon paranoïaque, d'autres de manière tout à fait abandonnique, mais quel que soit le mode sur lequel ces expériences sont vécues, eh bien, elles sont vécues de façon très intense. Donc il est vraiment important que l'analyste ait un goût suffisant pour le numérique, parce que c'est ce goût qui va lui permettre de transformer ces accidents en quelque chose d'utile pour le patient. Alors, l'amour ne suffit pas toujours, en tout cas dans le cadre des psychothérapies ou de la psychanalyse en ligne, il faut aussi pouvoir jouer avec le média. Il est important que l'analyste explore les différentes fonctionnalités du média, des applications, et qu'il les explore en se demandant comment est-ce qu'il va pouvoir les utiliser dans son travail clinique avec les patients. Il est aussi important de laisser le patient jouer avec le cadre. Vous avez des applications qui sont très rigides et qui empêchent le patient de modifier des choses. Je pense vraiment que c'est une erreur. Il y a aussi certains analystes qui recommandent que le patient se place dans un endroit avec un mur neutre en arrière-plan. Je pense que là aussi c'est une erreur. Il faut laisser le patient utiliser le cadre comme il le souhaite, habiter le cadre comme il le souhaite, parce que ce sont des éléments cliniques qui sont très importants sur lesquels
psychanalyste va pouvoir s'appuyer pour travailler. Vous avez des patients qui vous amènent dans leur cuisine parce qu'ils ont besoin d'un verre d'eau à un moment de la séance. Vous avez des patients qui se filment en contre-plongée, ce qui leur donne un air très menaçant, très autoritaire, qu'ils n'ont pas quand vous les voyez au cabinet ou quand ils placent la caméra à la bonne hauteur. Donc, laissez le patient jouer avec le média parce que ce sont des éléments cliniques qui sont vraiment très importants. Eh bien, du côté du psychanalyste, il est important d'être bien éclairé, d'être bien cadré et puis de s'habiller pour le travail. Il faut éviter les clivages horizontaux, c'est-à-dire d'être analyste en haut et puis d'être autre chose en bas. Non. Vous devez faire vos séances de consultation en ligne ou de psychanalyse en ligne en étant habillé comme vous êtes habillé habituellement pour recevoir les patients au cabinet. Alors, dernière chose, quelques éléments techniques. La situation numérique n'est pas la situation au cabinet, que ce soit en face à face ou sur le divan, donc il faut vraiment prendre compte de cela. Elle facilite la dissociation, elle peut rendre très difficile le silence du côté du patient. Et donc, ça nécessite du côté de l'analyste d'avoir une attitude un peu plus active qu'au cabinet. Il est important de maintenir la continuité du lien lorsqu'elle est attaquée par les problèmes techniques en soutenant, en contenant, en accompagnant et en métaphorisant cette expérience pour le patient. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous sera utile pour mettre un orteil ou plonger complètement dans les mondes numériques pour assurer la continuité des soins.